docteur Daoud, Mohamed Daoud Ahmed. Vous êtes donc, si vous le voulez bien, je vais reprendre quelques éléments de votre parcours pour que vous puissiez ensuite apporter des corrections ou insister sur certains points. Donc vous êtes né à Obok et vous avez fait vos études primaires et secondaires à Djibouti et vous êtes venu passer le bac en France. De là, vous êtes parti suivre les cours de médecine d'abord à la faculté d'Amiens, puis à celle de Paris. Sur le plan politique, vous avez toujours été un militant du FRUD. Et lors des accords de 2001-2002, je ne sais plus exactement la date, entre la résistance du FRUD et Guélé, disons les choses, vous avez adhéré à l'ARD qui avait été fondée par Ahmed Dini. Bon, depuis 2-3 ans, vous êtes un peu éloigné de ce parti pour des raisons personnelles, et vous avez décidé de rejoindre la CTD et d'y travailler. Vous avez toujours été, même un peu éloigné de l'ARD, vous avez toujours été un militant proche de l'opposition du régime dictatorial. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ou vous avez des points sur lesquels vous aimeriez insister? J'ai toujours évolué dans la sphère, en tout cas dans l'opposition, militant de l'opposition. D'accord. Alors, au sein de la CTD, vous devez travailler dans une ou plusieurs commissions. Dans laquelle travaillez-vous? De plusieurs commissions. Je suis membre de la commission de la santé. Je suis membre de la commission du dialogue. Je pense qu'il y a une nécessité du dialogue et des rassemblements au niveau de l'ensemble des forces de l'opposition. Affaires étrangères. Et les affaires étrangères. Ben dites-moi, ça fait énormément parce que vous exercez comme médecin et vous êtes membre de 4 commissions. Ça va faire un travail d'enfer. Ça fait beaucoup de travail, mais je pense que j'ai aussi également une qualité de travailleur, on va dire. Bon, parce que j'ai quand même une longue expérience, plus de 30 ans d'engagement militant. Donc, c'est des domaines que je connais un peu. Oui, je comprends. Alors, comment on travaille dans une commission? Comment est-ce qu'on pourrait expliquer à ceux qui pourraient avoir envie de rejoindre la CTD comment on intègre et on travaille dans une commission? Parce que vous êtes en France, en Belgique, au Canada, un peu partout. Absolument. Donc, je pense que je profite de l'occasion pour effectivement inviter nos compatriotes qui veulent mettre leurs compétences, leur engagement au service de leur pays et qui se reconnaissent en tout cas dans la lutte de l'opposition. Nous sommes, je pense en tout cas, engagés au niveau de CTD pour une véritable transition. Notre objectif, notre engagement, c'est de mettre fin à la dictature et de proposer un nouveau projet de société pour les peuples djiboutiens. Donc, j'invite nos compatriotes qui nous écoutent à nous rejoindre dans ces commissions et à vous engager massivement au sein de CTD pour construire véritablement pour ces projets ensemble. Donc, pour revenir à votre question initiale, on fait des rencontres sur Zoom, on fait des rencontres sur WhatsApp, on organise des échanges et dans chacune de commissions, il y a un responsable qui est désigné et ce responsable va collecter, si vous voulez, les idées de tous les membres pour construire un vrai projet autour justement d'une réforme ou d'un projet politique important. Mais il y a des points d'avancement, vous êtes fixé des étapes, à tel moment on devrait avoir fini tel point, à tel moment on devrait avoir fini tel point. Oui, on a pour l'instant il y a des commissions prioritaires naturellement. Oui. Donc, toutes les commissions n'ont pas le même niveau d'urgence, on va dire, parce que il y a des commissions de dialogue pour rassembler l'ensemble des forces de l'opposition est une commission importante. Une commission des affaires étrangères pour justement prendre des contacts avec des pays amis, c'est aussi une commission très importante.
nous avons également, si vous voulez, autour du projet du charte, nous avons établi, nous nous sommes mis d'accord entièrement sur le projet d'un charte de transition pour effectivement, dès de la fin de ces régimes-là, nous nous sommes mis d'accord sur le projet d'un charte qui va remplacer, si vous voulez, qui va remplacer toutes les institutions du pays. Voilà, donc en tout cas, au niveau de commission, on fait le travail sur Internet, on fait des travails de mail, on fait des idées, des projets, et on a déjà mis en place des équipes qui sont déjà en train de travailler, mais d'autres personnes peuvent nous joindre naturellement. Nous sommes ouverts à toute forme d'engagement sincère pour apporter ces idées, des projets nouveaux. Très bien. Alors, comment voyez-vous la CTD? Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la commission des affaires étrangères, parce que les affaires étrangères, il y a à la fois de construire une politique, une stratégie, et aussi de contacter, comme l'ont dit d'autres interviewés, de contacter des chancelleries, et en particulier les chancelleries des pays qui sont militairement installés à Djibouti. Tout à fait. Alors, vous travaillez sur les deux plans? Au niveau de la commission de relations extérieures, nous sommes en train de mettre en place de rencontres pour l'instant. Oui. Effectivement, nous sommes en train de travailler. Et le responsable de cette commission est un membre du FRUC de Mohamed Abdallah qui est en Belgique. Donc, nous sommes en train de mettre en place justement le projet de la commission des affaires étrangères. D'accord. Alors, quelle analyse faites-vous dans cette commission, je dirais, de la situation de Djibouti dans sa sous-région? On peut appeler ça une sous-région, la Corne de l'Afrique, avec quand même le Yémen en face, l'Érythrée, la Somalie, le Somaliland et l'Éthiopie. Absolument. Qui sont des pays plus ou moins difficiles. Oui. C'est du moins qu'on puisse dire. C'est quand même une région qui est en ébullition, plus particulièrement. Donc, c'est une région extrêmement instable, on va dire. Justement, le régime, le pouvoir d'Ismaël Omar Guelleh est un des acteurs d'instabilité en coulisses. Naturellement, dans la plus grande discrétion, le pouvoir d'Ismaël Omar Guelleh déstabilise nos voisins, plus particulièrement deux de nos voisins, la Somalie, en s'interférant dans des querelles interclaniques. Le régime d'Ismaël Omar Guelleh est pratiquement responsable en sous-main avec les Kenyans de la crise politique à Mogadiscio. La deuxième chose, le pouvoir djiboutien est également responsable, pratiquement l'acteur premier du conflit d'affrontement interethnique en Éthiopie entre Afar et Issa. Et c'est pratiquement le régime d'Ismaël Omar Guelleh, pour sa propre politique intérieure, qui organise, on va dire, cet affrontement armé entre deux composantes qui sont également présents sur le territoire de Djibouti, entre les Afar et les Issa, qui sont quand même très importants aussi en Éthiopie. Donc, et officiellement, le régime d'Ismaël Omar Guelleh est un faiseur de paix. Il est en train de rencontrer le président Sisi actuellement à Djibouti. Et officiellement aussi, il fait toujours l'intermédiaire, le médiateur, le faiseur de paix de différents acteurs de pays de la région. Voilà. Mais ce n'est qu'une façade. La réalité de ces régimes-là, c'est un régime déstabilisateur. L'allié stratégique du TPLF, on connaît à l'époque, nous, les militants du FRUC, savent pertinemment les liens qui existaient entre le TPLF et le régime d'Ismaël Omar Guelleh pendant plus de 30 ans. Oui, donc vous voulez dire que le régime se donne une image de protecteur et
lieu de paix et de tranquillité, et qu'en fait, il déstabilise autour de lui tout ce qu'il peut. Absolument. Il déstabilise et les pays voisins connaissent parfaitement la réalité de cette déstabilisation de ces régimes-là. Et on n'en parle pas tellement. On n'en parle pas parce que je pense que le régime djiboutien est une dictature amie et que y a toutes les puissances, est une caserne militaire pratiquement internationale. Et oui, ces régimes, même ces pays, l'Éthiopie et la Somalie, qui sont quand même des pays beaucoup plus importants que nous, ne réagissent pas à cette déstabilisation parce que le régime, l'État djiboutien est pratiquement la gorge de l'Éthiopie. Donc toutes les infrastructures portières de Djibouti sont utilisées par l'Éthiopie et c'est une situation pour l'Éthiopie, on va dire, inconfortable. Et donc qui fait qu'ils préfèrent ne pas voir la déstabilisation que le pouvoir djiboutien entraîne à la périphérie de l'Éthiopie parce qu'il y a le cœur du régime éthiopien qui est justement dans un conflit armé dans la région du Tigray. Donc, oui, Abiy Ahmed laisse faire un petit peu, voilà, à la périphérie de l'affrontement entre les Afars et les Issa, plus particulièrement entre les Afars et les Somalis de façon générale, et dans le contexte actuel de l'Éthiopie, un problème périphérique parce que le cœur de l'Éthiopie est actuellement dans une grande période de crise et de conflits armés. Oui, on ne va pas parler trop d'Abiy Ahmed, qui a beaucoup déçu, puisqu'il est parti nominé, enfin, il a eu le prix Nobel de la paix, et aujourd'hui, on se pose vraiment des questions, notamment le fait qu'il renvoie les réfugiés djiboutiens, ça n'est qu'un exemple, et la guerre affreuse qu'il mène contre les Tigréens. Ah, absolument, et malheureusement, oui, effectivement, les contextes de l'Éthiopie, on va dire l'héritage explosif qu'il a eu aussi, mais effectivement, Abiy Ahmed s'est inscrit dans la continuité des dirigeants éthiopiens qui ont toujours privilégié, on va dire, l'intérêt immédiat de leur propre pouvoir qu'est les intérêts des droits de l'homme. Effectivement, on espérait d'un leader comme Abiy Ahmed qui a eu le prix Nobel de la paix de ne pas extrader des opposants. Comme vous le savez, il a extradé l'officier de l'armée de l'air, Fouad Ali. Il a également extradé un opposant pacifiste qui menait, en tout cas, un activiste sur Internet, essentiellement, qu'il a extradé à la demande du pouvoir djiboutien, Barkat Ali Oudoum. D'ailleurs, je suis originaire de la région de Bok, et donc Ali Oudoum, son grand-père, était un symbole de la résistance à l'époque de la lutte pour l'indépendance. Oui, puisqu'il a son effigie sur le billet de 1000 francs de Djibouti, je crois. Absolument, absolument. Et donc, les pouvoirs djiboutiens sont aujourd'hui en train de toucher les symboles même de ce qui a constitué la résistance, la lutte pour l'indépendance et la démocratie dans ces pays. Qu'est-ce qui différencie à vos yeux la CTD des coalitions précédentes que nous avons connues, comme l'USN, l'UAD avant et d'autres encore avant? Qu'est-ce qui différencie? Oui, je pense qu'il y a quand même une différence fondamentale. J'ai été membre de l'ARD et donc de toutes ces coalitions de l'opposition depuis plus de 20 ans. Donc, on a connu l'époque de l'UAD. L'UAD s'est construite autour ça a toujours été des coalitions électorales. Donc, l'objectif premier des coalitions qu'on a construites ces 20 dernières années a toujours été une coalition électorale autour d'un projet électoral. Que ça soit par l'UAD à l'époque en 2003 autour d'Ahmed Dini et avec la participation aux élections législatives, que ça soit 10 ans après la construction de l'USN autour d'un projet d'une participation à une élection législative, également en 2013. Donc, ces coalitions-là, en tout cas, cette coalition-là, il y a certains
de nos camarades qui veulent pas, qui n'aiment pas trop le terme de coalition, mais ça reste quand même une coalition, un rassemblement de l'ensemble de forces de l'opposition qui ambitionne également de dialoguer et de rassembler toutes les forces de l'opposition qui veulent véritablement un changement du régime, un changement du système en place. Et la première qui, en dehors d'un contexte électoral, se met en place avec un objectif, c'est de finir avec ces régimes-là. Ce n'est pas du tout participer à des élections. C'est pour terminer avec ces régimes-là, de mobiliser et d'organiser l'après. Oui, et avec effectivement l'objectif premier est de terminer avec ces régimes-là et de mettre en place une transition dans un deuxième temps pour construire un nouveau projet de société, une véritable démocratie et la construction d'un État national et non un pouvoir personnel et un pouvoir familial, comme c'est le cas aujourd'hui. Je comprends. Alors, j'ai toujours un peu peur, parce qu'il y a eu d'autres exemples, et ils sont nombreux. Vous avez dit, à partir du moment où l'alternance arrive, on met en place la charte de transition, on élit ou on nomme un président qui sera président pendant 2 ans et qui ne sera pas éligible au terme de ces 2 ans. Mais qu'est-ce qui nous garantit que le président aura bien envie de lâcher le pouvoir au bout de 2 ans? Parce que c'est arrivé dans d'autres pays. Effectivement, c'est arrivé, mais bon, je pense quand même que il y a quand même des pays où aussi les transitions qui ont été mises en place a abouti réellement à un changement avec des réformes importantes. Donc, il y a des cas où ça a effectivement abouti dans des bons sens. Il y a d'autres cas où effectivement ça a échoué. Donc, nous pensons que nous allons mettre en place une véritable transition et cette transition dont le président ne pourra plus se représenter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a inclus dans la transition et il est extrêmement rare. Vous voyez actuellement les types de transitions qui sont en train de se mettre en place, des transitions souvent militaires et ou un mélange des militaires et des civils, comme c'est le cas au Mali, qui n'a pas beaucoup abouti et actuellement est en train de se mettre également au Tchad. Il y a énormément de difficultés dans ces pays-là parce qu'il y a une ingérence des forces étrangères, plus particulièrement des armées étrangères aussi. Et on voit dans les cas de Djibouti, on ne sait pas exactement comment les forces étrangères présentes dans notre pays pourront réagir et quel type même d'accord ils ont avec les régimes en place. Il y a des volets secrets de ces accords-là, mais nous nous engageons auprès du peuple, en tout cas devant le peuple djiboutien, que nous allons respecter la transition. Mais au préalable, nous avons quand même une lutte à mener et des victoires. Et à convaincre les forces étrangères, parce que vous dites qu'il y a des accords secrets, il y a aussi leurs intérêts. Absolument, mais je pense que les Chinois ont un intérêt différent d'ailleurs des Américains, mais chacun a ses intérêts. Donc il va falloir les rassurer sur le fait que vous n'allez pas les gêner, vous allez leur permettre de continuer parce que les accords ont été passés. Non, mais tout à fait. Nous respecterons en tout cas entièrement les accords, les accords d'engagement que notre pays a. Nous allons honorer l'accord d'engagement de nos pays avec tous ces armées étrangères qui sont présentes. Mais naturellement, il faut qu'ils restent neutres. Si ces pays-là soutiennent les pouvoirs en place pour les maintenir, évidemment, nous allons reconsidérer les accords. Tout dépendra naturellement de confiance, de neutralité qu'ils vont respecter pendant cette période de lutte indispensable qui va permettre de rassembler l'ensemble des forces de l'opposition et que nous déciderons de finir avec les pouvoirs en place. Il y a un gros travail de conviction à faire en amont.
Absolument, absolument. Nous sommes conscients de difficultés et c'est pourquoi nous avons mis en place, je pense qu'il y a une nécessité des rassemblements de l'ensemble des forces de l'opposition. Il y a une nécessité aussi de créer une cohésion parce que véritablement le régime d'Ismaël Omar Guelleh est responsable de naufrage à tous les niveaux, dans l'administration, les systèmes de santé, le niveau de corruption dans nos sociétés, les systèmes éducatifs, tout est à reconstruire complètement. Et je pense que le peuple djiboutien est effectivement conscient justement d'un naufrage collectif, progressif que ce régime a organisé sur une longue période. Et même le pays ami qui ont des armées présentes à Djibouti, plus particulièrement la France et les grandes démocraties comme les États-Unis, voient effectivement la nature dictatoriale de ces régimes et l'impasse politique dans laquelle ce régime a amené le pays. Ils en sont conscients. Voilà, mais il faut les convaincre que vous êtes mûrs et prêts à assumer la transition, non pas avec un bout de papier avec 5 lignes, mais avec un travail construit et une organisation. Absolument. Écoutez, je pense qu'on va conclure. Est-ce que vous avez deux ou trois mots à dire à ceux qui hésiteraient encore à venir travailler au sein de la CTD? Oui, ce que je dirais, je pense que l'ensemble des acteurs, l'ensemble de forces de l'opposition qui sont aujourd'hui en dehors de CTD peuvent naturellement, nous allons tendre les mains, discuter avec tous les acteurs de l'opposition, un dialogue inclusif au sein de forces de l'opposition. La deuxième chose que je dirais, c'est le Djiboutien, que ce soit le Djiboutien de l'intérieur ou au niveau de la diaspora, on vous invite au sein de CTD à vous engager et porter un projet de changement. Il faut être les acteurs de changement que vous voulez. Donc, vous qui nous écoutez, qui nous regardez aujourd'hui, je vous invite à nous rejoindre pour être un acteur du changement, pas des observateurs, pas des analystes. Aujourd'hui, si nous voulons véritablement changer les choses, il faut que chacun prenne sa part de responsabilité et s'engage entièrement pour apporter un édifice au changement. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite beaucoup de succès. C'est moi qui vous remercie.